Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver sur Sen TV. C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine d'information L'Essentiel. Alors ce soir, nous sommes avec Papa Lénian, le grand Papa Lénian. Bonsoir à vous, Papa Lénian. Bonsoir Néné. Vous allez bien? Plaisir de partager votre plateau. Le plaisir est partagé. Alors nous sommes également avec Abdoulaye Mbo. Bonsoir à toi, Abdoulaye. Bonsoir, mon bleu n'est pas le bleu de Papa Lé, mais c'est toujours le bleu. Le bleu de Papa Lé est plus beau. Ah ben si, c'est vous qui le dites. Serine Salou est en train de nous écouter, de nous suivre, et il donnera son avis. Mais bonsoir à Papa Lé. est plus beau que celui de Serine Salou. Ah oui, toujours, ça c'est clair. Et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Très bien. Alors ce soir, nous nous intéressons toujours au sort de la Guinée. On le sait, au lendemain de la publication des premiers résultats de la présidentielle guinéenne par la Commission électorale nationale indépendante dans quelques circonscriptions, des manifestations Papa Lé ont éclaté. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ces premiers résultats qui ont été déclarés? Je crois que les résultats qui ont été proclamés par la CENI, d'ailleurs, c'est extraordinaire. C'est pour la première fois qu'on voit un organe habilité à donner des résultats parcellaires. Ça veut dire 4 communes. Effectivement. Qui ne représentent absolument rien. Mais en réalité, il faut l'analyser dans le contexte de la déclaration de Cellou Dalein Diallo, qui s'est autoproclamé vainqueur. Alors, c'est par dose homéopathique que la CENI essaie d'accréditer la logique du camp du gouvernement, plus particulièrement de Alpha Condé. Parce que quand vous regardez les tendances qui ont été données, c'est ces tendances qui sont confortables pour le président sortant, Alpha Condé. Il arrive largement en tête. Oui, il arrive en tête. Qu'est-ce que cela veut dire? En guise de réponse à la déclaration de Cellou, qui s'était autoproclamé vainqueur avec 53%, la CENI, qui est l'organe habilité, parce que si vous regardez, c'est de manière graduelle qu'ils ont communiqué par rapport à ça. Le gouvernement, en premier lieu, avec Aboubakry Sylla, est monté au créneau au niveau de la radio-télévision guinéenne pour dire que seule la CENI est habilitée à donner des résultats et que la déclaration de Cellou était condamnable et que le gouvernement s'est réservé même d'intenter des poursuites judiciaires contre Cellou Dalein Diallo. Après, il y a le camp de Alpha Condé RPG qui a fait aussi une sortie pour condamner. Et le lendemain, c'est la CENI qui nous donne 4 résultats. Et que ces résultats, en réalité, prouvent ou bien sont favorables à Alpha Condé et ces résultats ne sont pas du tout favorables à Cellou Dalein. Donc pour moi, c'est un jeu de yo-yo qu'ils sont en train de mettre en place. Mais ce qui est déplorable... Mais justement, pourquoi la CENI s'inscrit dans un jeu de yo? Pourquoi tourner autour du pot concrètement? Parce que tout simplement, d'ailleurs, tous les confrères guinéens l'ont souligné, que c'était extraordinaire que 48 heures après le vote, parce que les gens disent que la CENI doit publier 72 heures après réception du dernier PV. Mais il s'est trouvé que jusqu'à mardi hier, il y a des PV qui ne sont pas encore arrivés au niveau de la CENI. Ça pose un problème. Ça pose aussi la crédibilité même de la CENI par rapport à ces élections. Pourquoi je vous dis cela? Rappelez-vous qu'il y a eu des élections communales en Guinée. Jusqu'à présent, 2 ans après, il y a des personnes qui ont gagné à travers ces élections mais qui n'ont pas été installées. La veille du scrutin présidentiel, le président de la CENI a fait une sortie pour se féliciter du fait qu'ils sont en train de mettre le matériel en place. 4 personnes de la CENI ont démissionné et ils ont clairement dit que pourquoi ils ont démissionné. Ils ont constaté qu'il y a des failles au niveau du processus électoral. Tout cela contribue à accréditer la thèse. Est-ce que la CENI est devenue aujourd'hui crédible? Je ne sais pas si vous avez lu le communiqué de l'ambassade des États-Unis qui a clairement interpellé la CENI pour le respect du processus électoral et donner les vrais résultats. Il a interpellé aussi les forces de défense et de sécurité de la Guinée pour qu'ils évitent de tirer à balles réelles sur des manifestations, de respecter les droits humains. Donc tout cela augure quand même d'un chaos que nous sommes en train de vivre présentement en Guinée. Les gens se regardent en chair de faïence et que on a des réflexes qui sont des réflexes à la limite ethnique. Parce que je viens de lire tout à l'heure un texte pour dire que les peuples sont en train d'être manipulés par l'opposition. Et que on dit que oui, la CPI est en train de poursuivre les fauteurs de troubles. Et même lors des élections, il y a eu quand même des discours ethnicistes par rapport... non. En fait, c'est le terreau le plus fertile en Guinée. On l'a vu que ce qu'on peut reprocher au professeur Alpha Condé, c'est que depuis qu'il a été à la tête de la Guinée, vu, lui,
son expérience, son parcours, il aurait dû quand même se battre pour régler les dérives ethnicistes au niveau de la Guinée. Mais les gens lui reprochent toujours d'avoir exacerbé et d'avoir voulu cantonner Cellou Dalein dans un cas, lui aussi il a surfé. Il ne faut pas seulement faire le reproche à Alpha Condé, ne pas reprocher ça à Cellou, mais tous les camps ont surfé sur ces dérives ethnicistes et c'est vraiment dommage pour la Guinée. Alors justement, Cellou Dalein Diallo, on l'a vu lors de son face-à-face avec la presse qui s'est proclamé vainqueur. Alors aujourd'hui, il parle de hold-up électoral. Qu'est-ce qu'on peut retenir face à ça? En tout cas, au vu des résultats provisoires, j'allais dire les premières tendances qui se sont dégagées au soir de la présidentielle et au lendemain de la présidentielle en Guinée, mais de bon droit, on pouvait considérer qu'en réalité, c'est Cellou Dalein Diallo qui sortait victorieux de l'élection présidentielle. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, et par rapport au fait que nous observons ce qui se passe en Guinée, en fait, je ne serai pas dans un équilibre déséquilibré. Je crois bien qu'il faut aller dans le fond des choses et dire qu'en réalité, il y a un hold-up électoral qui se prépare aussi simple que cela et Alpha Condé aujourd'hui avec la complicité, en tout cas jusqu'au moment où nous parlons de quelques-uns de ses pairs qui se refusent de parler, qui se refusent de donner un avis et par rapport justement à ce qui est en train de se passer en Guinée, pourrait être complice justement de ce putsch électoral. Il est anormal parce que Papa parle même de discours ethniciste, mais il faut se rappeler qu'Alpha Condé, grand opposant qu'il a été, opposant charismatique qu'il a été, professeur à la Sorbonne qu'il a été, en 1993, face à Lassana Conté, il avait soutenu que le Malinké qui vote pour Conté s'est tiré une balle dans la tête. Ce qui veut dire qu'en réalité, ce monsieur qui est, en tout cas, qui donne l'impression d'être un démocrate, alors qu'en réalité, il a une attitude, une démarche, un comportement de despote éclairé, montre à suffisance qu'en réalité, il n'est là que pour, mettre la Guinée à feu et à sang. Il est anormal que sur une courte durée, qu'il y ait pratiquement 100 personnes tuées. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont brimées, qui sont grièvement blessées. Il y a justement énormément de familles qui aujourd'hui attendent que justice soit faite. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui n'a été fait. Mais quelle est la position officielle dégagée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Je veux parler de la CEDEAO par rapport à ce qui est en train de se passer en Guinée. On se rappelle qu'en Côte d'Ivoire, le juge constitutionnel, M. Yaoundé, avait proclamé des résultats indiquant que M. Gbagbo Laurent avait gagné l'élection présidentielle au premier tour. Il y a eu un forcing justement de l'Élysée avec la présence militaire en Côte d'Ivoire. Il y a également eu un forcing de la CEDEAO. Il y a eu un forcing de l'Union africaine. Au bout du compte, c'est ce même Yaoundé qui a donné un second résultat proclamant Alassane Ouattara victorieux. On a vu ce qui s'est passé en Gambie lorsque justement Yahya Jammeh a voulu exercer un hold-up électoral. Le Sénégal est parti chercher un ticket d'intervention au niveau de la CEDEAO et aux Nations Unies pour pouvoir intervenir justement avec une armée de pays de la sous-région ouest-africaine qui partagent l'espace communautaire à intervenir en Gambie. Et on a vu ce qui s'est passé avec Yahya Jammeh. Je crois bien qu'aujourd'hui, même s'il est vrai qu'un de ces présidents actuellement est en phase de brûler la Côte d'Ivoire parlant de Ouattara qui a imposé une troisième candidature à la Côte d'Ivoire, comment pourrait-il intervenir justement sur le cas de la Guinée? Quand on voit d'autres présidents qui ont en tête justement de pouvoir se présenter une troisième fois, comment pourront-ils intervenir? On voulait dire que la CEDEAO va fermer les yeux entre autres face à cette situation. Jusqu'au moment où nous parlons, je dis bien. Maintenant, le président Macky Sall, c'est le moment ou jamais d'incarner un leadership fort dans la sous-région ouest-africaine. Parce que quoi qu'on puisse dire, il n'y a que des supputations autour d'une probable troisième candidature parce qu'il lui reste 4 ans. Je dis bien 4 ans de magistère, mais nous sommes encore loin de 2024. En tout cas, pour la tenue d'une élection, est-ce qu'il sera candidat, est-ce qu'il ne sera pas? Nous faisons des projections de saltigué, de malango, parce qu'il y a en tout cas des prémices qui peuvent le démontrer. Mais quoi qu'il en soit, le président Macky Sall est à 4 ans de l'élection présidentielle de 2024. Donc lui, autant, mais également Issoufou, qui a montré la voie à l'ensemble de ses pairs dans la sous-région, en indiquant à haute et intelligible voix, moi, Issoufou, je ne me présenterai pas une troisième fois parce que les Nigériens m'ont élu et au bout de 2 mandats, comme l'a indiqué la Constitution, je m'en vais pour organiser en tout cas une élection présidentielle transparente et démocratique. Maintenant,
Condé, je crois bien que si véritablement on le laisse faire, ce sera des lendemains assez sombres et pour la Guinée, mais également pour nombre de pays de la sous-région. Alors, à entendre parler Abdoulaye Mbow, justement, Alpha Condé est en train de tout mettre en œuvre pour faire modifier les résultats sortis des urnes. Mais aujourd'hui, quel regard par rapport non seulement à la CEDEAO, comment jugez-vous l'attitude, Papa, de la CEDEAO? Déjà, je crois que hier, je parlais un peu du mutisme de la CEDEAO, parce que c'est lénifiant et inacceptable que les observateurs de la CEDEAO nous sortent toujours le débat que oui, l'élection s'est très bien déroulée, le scrutin... Mais non, l'élection s'est bien déroulée, c'est vrai. De manière, je pense que les Guinéens ont fait leur devoir. Ils sont sortis massivement voter. En sortant massivement voter, ils ont donné une leçon de démocratie aux hommes politiques guinéens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une véritable démocratie au niveau de leur pays. C'est ce qu'ils attendent. Oui, c'est ce qu'ils attendent. Malgré tout ce que l'on a dit ou tout ce que l'on a dit par rapport à cette élection présidentielle. Et malgré aussi cette campagne qui a été émaillée de violence, qu'on a vu, des dérives ethnicistes dans le discours. Mais la CEDEAO a sorti un communiqué. Moi, j'ai regardé hier le point de presse des représentants de la CEDEAO pour dire que oui, nous appelons tout le monde à rester calme. Mais qu'est-ce que la CEDEAO a déclaré lorsque le gouvernement a pris la responsabilité sur lui d'aller encercler le domicile de Cellou Dalein Diallo? Justement, Cellou Dalein qui soutient que ses droits ont d'ailleurs été violés. Mais vous ne donnez aucune explication. Il n'a pas demandé qu'on assure sa sécurité. Vous envoyez des policiers. Si vous connaissez un peu la configuration du domicile de Cellou Dalein Diallo, en fait, c'est une manière de le mettre en résidence surveillée, pratiquement. Et on n'a pas entendu la CEDEAO, on n'a pas entendu l'Union africaine, on n'a pas entendu les Nations unies se prononcer par rapport à cette situation. Or, hier, ce qu'on a constaté, c'était relativement calme en Guinée. C'est avant-hier, après la déclaration de celui qu'il y a eu des manifestations qu'on a eu à tuer au moins 3 jeunes, 13, 14, 18 ans. Aujourd'hui, j'apprends que le coordinateur du Front National de Défense de la Constitution a tué un coordinateur de Soniofa. C'est une ville qui se trouve en Guinée. Je viens de recevoir tout de suite l'information. Pour vous dire qu'on est maintenant dans une logique. Parce que c'était en réalité le Front National de Défense pour la Constitution ne voulait pas que Cellou Dalein participe à cette présidentielle. D'ailleurs, ils ont soutenu qu'ils s'étaient auto-exclus. Voilà, maintenant, eux, ils sont dans le combat. Ils viennent de déclarer qu'ils sont dans le combat. Ils n'ont pas pu empêcher la tenue de la présidentielle. Ils n'ont pas pu empêcher Alpha Condé d'être candidat pour un 3e mandat. Maintenant, c'est l'opportunité pour eux d'arrêter tout cela parce qu'ils considèrent que Cellou a remporté les élections. Je rejoins Abdoulaye quand il dit c'est un hold-up électoral. Mais c'est vrai, c'est la triste réalité. Ce qui se passe en Guinée, il faut le dire. Ça ne date pas aujourd'hui de 2015, ce qui s'est passé. On reproche à Cellou Dalein d'avoir dit qu'il a remporté les élections. Mais en 2015, à la présidence, j'étais là-bas. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Le RPG a manifesté 2 jours après pour dire qu'ils ont remporté les élections. C'est que Cellou a appris de ses erreurs du passé aujourd'hui. C'est pour cela qu'il a réussi, en déclarant que je suis vainqueur de ça, à focaliser toute l'attention sur lui. Et que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que la CENI a sorti ses résultats pour contrecarrer ce que Cellou a dit et préparer l'opinion à un forcing de Alpha Condé au premier tour. Et que ce que l'on constate, et c'est dommage, on se rend compte que en fait la CEDEAO sert à quoi exactement? Justement. C'est une question légitime que chaque citoyen de cette communauté doit se poser. La CEDEAO a été si prompte à aller au Mali après une manifestation populaire des Maliens pour dire qu'on n'accepte pas qu'on démette Ibeka. Ils étaient deux. Alpha Condé, Alassane Ouattara a prôné l'usage, la force pour remettre Ibeka au pouvoir. Ibeka en personne a dit que j'en veux plus. Et on l'a amené. Les autres étaient beaucoup plus regardants pour dire que non, le Mali connaît un problème de terrorisme, il ne faut pas en rajouter. C'était la position officielle du président Macky Sall qui disait que bon, écoute, il faut un peu gérer la situation de Mali. Aujourd'hui, ces deux larrons-là, qui s'entendent comme deux larrons en foire, sont en train de se bousculer pour prendre un 3e mandat. Inacceptable. Ça peut expliquer alors le regard complice un peu de la CEDEAO. Mais non, c'est en fait ce qui se passe
c'est un syndicat de chefs d'État, des copains qui se réunissent et personne ne va dans le courage de dire ce que son peuple pense. Faites un micro-trottoir, demandez aux Sénégalais. Les Sénégalais ne veulent pas un bain de sang en Guinée. Ils veulent tout simplement l'expression démocratique de la population guinéenne soit respectée. Respectée en quoi? Ça veut dire qu'on a voté. Je taquinais pour dire que les observateurs, j'ai eu à participer à des présidentielles, mais quand vous y allez, vous êtes dans le même hôtel qui ne sortent même pas. Souvent, tu sors et tu poses la question, qu'est-ce qui se passe dans tel... Et c'est ces mêmes observateurs qui veulent donner des... en fait, pour dire que oui, tout s'est très bien roulé. Mais ce que l'on veut, en dehors du déroulement de l'élection, que la volonté populaire exprimée à travers soit respectée. C'est ce que l'on demande. C'est important. C'est important. Justement, Abdoulaye, comment aujourd'hui on peut parler de hold-up électoral sans, on va dire, sans impunité? Quel regard par rapport à la communauté internationale? Et la communauté internationale, vous le savez, nous sommes dans le cadre de l'analyse géopolitique, l'analyse géoéconomique, l'analyse géostratégique. Et aujourd'hui, si Alpha Condé véritablement fait, comment dire, les frais en tout cas de cette communauté internationale, laquelle communauté internationale vous parlez, il est sûr et certain qu'il aura le soutien, en tout cas, il aura la complicité, j'allais dire, de plusieurs, en tout cas, membres ou pays de la communauté internationale. Il faut que l'on arrête il faut que l'on refuse catégoriquement que des résultats soient fabriqués au niveau de l'Élysée. Tout simplement, il faut oser dire les choses telles quelles. Il n'est pas normal qu'un candidat sénégalais ou malien ou tout soit reçu justement à l'Élysée au moment où véritablement on est à un pas justement de la tenue d'une élection présidentielle. Ça montre une voie et cela nous amène à nous dire qu'en réalité c'est toujours justement des régimes qui sont focardisés parce qu'il y a en réalité un monsieur Focard version Hollande ou version Macron qui est là-bas et qui est le monsieur Afrique et qui doit choisir justement qui va succéder justement à tel ou tel autre à la magistrature suprême. Maintenant, la communauté ouest-africaine commence à comprendre justement ce jeu de yo-yo entre certains pays par rapport à l'ancienne métropole et par rapport aux anciennes colonies. Aujourd'hui, le peuple de la CEDEAO, quand on voit ce qui s'est passé au Mali, quand on voit ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire et quand on voit ce qui est en train également de se passer actuellement en Guinée, on est en droit de nous dire que le peuple de la CEDEAO commence à comprendre qu'en réalité, la CEDEAO, depuis sa création, est un syndicat de chefs d'État. Il ne cautionne pas un coup d'État militaire, mais ils sont prompts à cautionner tout hold-up électoral et c'est le pire justement des coups d'État parce que c'est la volonté du peuple qui est arrachée. La vérité des urnes, le choix du peuple doit se refléter à travers les résultats qui sont proclamés. Il nous faut impérativement avoir non pas des sénats ou des CENI, mais en tout cas des commissions électorales, qu'elles soient indépendantes, autonomes, je ne sais pas quoi, mais en tout cas qu'il y ait des hommes et des femmes de valeur qui incarnent un patriotisme et une citoyenneté engagée et qui ne seront là que pour le peuple par rapport au choix du peuple. Je crois bien que si on adopte cette démarche-là, nous pourrons avoir justement des élections présidentielles qui vont véritablement être des élections présidentielles de grande transparence. La CEDEAO, l'Union africaine et l'Union européenne ont eu à jouer un rôle qui est d'une importance capitale avant la tenue de la présidentielle en allant dans le fichier électoral et l'audit de ce fichier a permis d'extirper justement énormément des milliers et des milliers de Guinéens et que l'on pouvait véritablement qui pouvait pousser à croire qu'en réalité que c'était des votants fantômes et cela c'est ce qui avait permis à Condé justement de gagner. Maintenant, est-ce qu'il faut condamner la déclaration de Cellou Dalein? Non, du tout. Pourquoi? Je donne l'exemple. Ici au Sénégal, en 2000, avant que l'Observatoire national des élections, l'ONEL, ne donnât les résultats du second tour, Wade a jubilé. En 2012, Macky a jubilé. À partir de 18h, les gens jubilaient alors que les résultats définitifs n'étaient pas proclamés, mais les tendances lui étaient favorables. Mais en Guinée, les tendances sont favorables à Cellou Dalein Diallo. Mais pourquoi nous dire qu'en réalité, que c'est ce monsieur Condé qui est loin d'être un duc de Condé, véritablement, qui veut aller dans le sens de confisquer la volonté populaire. Mais la Guinée a raté, à mon avis, le coche depuis 1958, lors de son accession à la souveraineté internationale. Parce que quoi qu'on puisse dire, que Sékou Touré soit vu comme un révolutionnaire, une référence en Afrique, il a été au cœur de cette orientation ethniciste
par rapport justement à son rapport avec Diallo Telli. On a vu ce que Diallo Telli a subi durant tout le règne de Sékou Touré, et c'est ce qui a continué après le coup d'État perpétré contre sa personne, après le coup d'État perpétré contre Lassana Conté, après le coup d'État encore perpétré par Moussa Dadji Camara, etc., qui était guerrisé. Aujourd'hui, c'est la division totale entre les Malinké, entre les Soussous, entre les guerrisés et les Peuls. Et je crois bien que ça ne peut pas... un précédent dangereux. Oui, c'est un précédent dangereux. Et ça ne participe pas à bâtir une nation forte, un pays debout, pour une démocratie debout. Alors, ce qui est choquant dans les propos d'Alpha Condé, c'est quand il s'autoproclame toujours démocrate. Il l'a soutenu sur les antennes de France 24. Non. Que c'est un démocrate, que ce n'est pas un dictateur. D'accord, mais on le juge par rapport aux faits. Il n'y a jamais eu une élection bouclée en Guinée. En 2010, lorsqu'il était élu président, 2 mois après, on devait organiser les législatives. Il est resté 2 ans après. Il a fallu des manifestations violentes. Que l'ONU intervienne avec Ibn Chambas. Donc c'est pas un démocrate. Non, attends, moi je veux dire qu'on ne s'autoproclame pas démocrate. Laissez les autres quand même le plaisir de vous juger à travers les actes que vous posez. On dit, ah oui, lui c'est un véritable démocrate. Un démocrate, il y a au moins de 2010 jusqu'à 2020, on parle de 150 morts avec des rapports. Il n'y a jamais un dossier qui a été ouvert. Combien de femmes ont été violées et assassinées dans le stade du 28 septembre? Aucune enquête. Oui, aucune enquête jusqu'à présent. Je veux dire que moi, je le juge par rapport aux faits. Tout récemment, pour faire passer sa constitution. Vous savez, il y a un contentieux préélectoral qu'on n'a pas vidé en réalité. C'est que c'est lui, grâce à la Covid, lui, il doit bénir la Covid-19. Parce que c'est grâce à la Covid qu'il a pu faire un forcing entre février et mars, faire passer et son référendum et les législatives. Et que comme il y avait des partis qui avaient boycotté les législatives, lorsqu'on votait le 22 mars, on tirait des balles. Il y a eu des affrontements. Mais ce qui l'intéressait, ce n'était pas les législatives, c'est d'avoir une nouvelle constitution pour être candidat. Moi, je le juge sur pièce. Il n'avait pas reculé, justement, peut-être parce qu'il y avait la Covid, comme vous dites, mais aujourd'hui, avec ces manifestations, parce qu'on le sait, la société civile guinéenne rejette ces résultats, les Guinéens de Dakar qui sont ici aujourd'hui rejettent encore ces résultats. Est-ce que le peuple guinéen peut faire reculer Alpha Condé ou bien même faire changer la donne? Je demeure convaincu, moi, qu'il va rester droit dans ses bottes et dans sa logique. S'il n'y a pas une forte pression internationale et une forte pression, parce qu'il a l'habitude d'avoir les mains dans le sang. Je suis désolé de le dire, mais il a l'habitude. Quoi qu'il puisse se passer, il a l'habitude. Ça veut dire qu'on tue 3 jeunes, 13 au Sénégal, on ne le souhaite jamais toucher de bois. Mais s'il y avait 1 mort, ça va choquer tout le monde. Mais il y a eu 3 morts le lundi. Des jeunes de rien du tout, 13, 14, 18 ans. On parle aujourd'hui encore de morts. Ça ne choque personne. C'est ça qui me heurte, moi, en fait. En réalité, on est en train de tuer impunément. On parle même de 50 morts. Par rapport de l'Amnesty International. Alors, mais mais toujours, aujourd'hui, c'est parce qu'il est au pouvoir. Mais quand il était dans l'opposition, il jouissait de la protection de l'Amnesty International. C'est aujourd'hui. Imaginez-vous, un président de la République, imaginez-vous Macky Sall qui se lève ici, au Sénégal, pour dire que, bon, dans tel pays, on ne vote pas. Je ferme les frontières parce que si on vote là-bas, je suis battu. Et tu te dis démocrate, c'est ça? Pourquoi il a fermé les frontières avec le Sénégal? Pourquoi il a dit qu'au Sénégal, on ne vote pas? Pourquoi il a dit qu'en Angola, on ne vote pas? Parce que rappelez-vous, en 2015, il a commencé sa campagne ici. Lors de la présidentielle 2015, il a démarré sa campagne ici à Dakar. Pendant 4 jours, il est resté à Dakar. Il y a eu un accueil triomphal. Mais au bout du compte, quand on a regardé les urnes, il a été battu à 99% pratiquement ici par Cellou Dalein. C'est ce qu'il a compris. Mais parce que tout simplement, toi, tu es sûr que tu seras battu dans certains pays. Bon, les Guinéens qui sont là-bas, on empêche à 2,5 millions Guinéens de s'exprimer par rapport au devenir de leur nation. D'ailleurs, la pertinence de votre question tout à l'heure, à quoi sert la CEDEAO? Parce qu'aujourd'hui, fermer les frontières comme ça, sans pour autant qu'ils réagissent, il y a un problème qui se pose. Mais c'est même manquer de respect à un voisin qui vous lie par la géographie de proximité. Ça veut dire que ce que nous lie avec la Guinée est si profond.
à part la France, c'est le Sénégal qui accueille la plus grosse colonie guinéenne. Aujourd'hui, vous vous levez. Parce que tout simplement, vous êtes dans une logique d'un hold-up électoral. Tu fermes les frontières. Sans expliquer à ton vis-à-vis les raisons pour lesquelles... Parce que nous, quand on avait fermé les frontières, il y avait Ebola. On avait expliqué. C'est pour des raisons sanitaires. Mais vous vous levez. Vous fermez vos frontières sans donner aucune explication. Avec la Guinée-Bissau, le Sénégal, à un certain moment, le Mali. Vous savez pourquoi il a fermé les frontières avec le Mali? Parce que tout simplement... C'est lui qui avait commandé des t-shirts ici au Sénégal. Arrivé au niveau des frontières avec la Guinée, il a fermé les frontières. C'est lui qui a amené le camion au Mali, il a fermé les frontières pour dire que les t-shirts... Alors, c'est tellement rocambolesque en fait pour quelqu'un qui se dit professeur, émérite, qui a fait Sorbonne, qui a fait démocrate, 40 ans de parcours. Mais ce qui est dommage, imaginez-vous aujourd'hui qu'il se lève pour dire que maintenant j'ouvre les frontières et qu'en retour le Sénégal dit ah bon, vous ouvrez, nous on ferme. Parce que quand vous fermez vos frontières, vous ne venez pas pour une explication. Comment on peut gérer ces relations? En fait, le Sénégal et la Guinée, le rapport dépasse, passez-moi le terme, les petites personnes. Ce qui nous lie, c'est si profond. Alors, mais c'est pour vous dire que Alpha Condé, moi je demeure convaincu qu'il sera dans sa logique, droit dans ses bottes. Parce que je le disais tantôt, son pouvoir, il y a un système en place, il y a beaucoup de personnes qui jouissent, des hommes d'affaires, des personnes qui jouissent. Donc, est-ce qu'ils ont intérêt aujourd'hui qu'il y ait une véritable alternance démocratique en Guinée? Alors, tout est question d'intérêt politique, alors si je comprends bien. Oui, d'intérêt politique, mais d'intérêt aussi financier. Parce qu'il parlait de l'Élysée tout à l'heure. Mais la France ne se prononce pas. La France s'est prononcée quand elle a voulu changer la constitution. L'ambassadeur américain est parti dans une émission qui a été censurée au niveau de la Guinée pour faire une déclaration que les Américains n'étaient pas pour un troisième mandat. Mais ce qui s'est passé par la suite, mais vous savez, la France ne gère que des intérêts économiques. Bolloré est très fort dans l'implantation économique de la France en Afrique. Bolloré gère le port de la Guinée depuis quand? Depuis 2010. Il est venu tranquillement avec l'armée sortie de Nécotrans pour donner le port à Bolloré, qui était son ami. Avec Kouchner, qui avait même le rang de ministre parmi ses conseillers. Donc pour vous dire que la France politique peut ne pas se prononcer parce que la France économique gère ses intérêts au niveau de la Guinée. Et donc, c'est tellement vrai que lorsque la France était contre pour le troisième mandat, elle s'est tournée vers la Turquie et la Russie. Voilà ses amis maintenant avec qui Alpha Condé veut tisser des rapports pour dire que si ce n'est pas vous, je vais trouver d'autres amis. Alors Abdoulaye, on voit là que tout est question d'intérêt politique, d'intérêt financier, économique. Alors c'est malheureusement dommage, mais c'est toujours le peuple qui paye les pots cassés. Ah oui, le peuple est toujours appelé à payer des pots cassés qu'il ne cache jamais. Vous savez, Papalé a raison lorsqu'il insiste sur le profil démocrate justement de M. Condé, mais il faudra justement une approche psychologique, d'interprétation psychologique. Parce qu'il y a même des monarchies héréditaires qui se proclament d'inspiration démocratique et qui ne le sont en tant que tel qu'en théorie. Alpha Condé, il n'est démocrate qu'en théorie. Dans la pratique, c'est véritablement un président autoritaire. Nous sommes à l'aise pour en parler et on ne peut pas dire que ce sont des Sénégalais qui parlent de la Guinée parce que nous sommes des citoyens de la CEDEAO. Nous avons l'obligation et le devoir de parler, de nous intéresser à tout ce qui concerne l'ensemble des pays de la CEDEAO. Et dans la CEDEAO, on a bel et bien indiqué que les personnes et les biens pouvaient voyager comme librement comme ils l'entendaient. Donc aujourd'hui, ce qui se passe en Guinée, mais écoutez, c'est une plaie qui peut, on ne sait jamais contaminer le Sénégal demain, qui peut contaminer d'autres pays, raison pour laquelle je crois bien que toute personne éprise de justice, éprise de démocratie devrait aller dans le sens de l'élever la voix. Maintenant, pour des accointances de nature économique, comme vous le dites, pour des accointances de nature, en tout cas amicale ou politique, on est mieux, on ne parle pas. Peut-être que l'on attend le bon moment pour certains présidents, mais quoi qu'il en soit, la CENI n'a pas encore donné les résultats définitifs. Peut-être qu'un président qui s'appelle Macky Sall, peut-être il attend la proclamation des résultats définitifs.
administratif par la Commission électorale nationale indépendante de la Guinée, qui sait, parce qu'en réalité, c'est un problème de géopolitique, quoi qu'on puisse dire. Mais par rapport à ce qui est en train de se passer, aux tueries qui sont en train de se passer, la CEDEAO ne doit pas se taire. Par rapport aux arrestations qui sont en train de se passer, la CEDEAO ne doit pas se taire. Par rapport au birimat, justement, contre certaines ethnies, la CEDEAO n'a pas le droit de se taire. Aujourd'hui, plus que jamais, des organisations de la société civile, telles que Amnesty International, ne cessent de taper sur la table, ne cessent de pointer du doigt le président Alpha Condé. Son dernier rapport fait état de plusieurs morts, de plusieurs blessés et de plusieurs arrestations. Maintenant, Alpha Condé, il est qui? Il est quoi présentement? Il est qui? Il est quoi? C'est justement un Guinéen qui a fait un forcing, qui a été élu, et on sait pertinemment lors de l'élection présidentielle en 2010 de ce qui s'était passé. On ne peut pas être troisième dans une élection présidentielle et se retrouver au premier du jour au lendemain. Donc, on comprend aisément. Avec 18%. Avec 18%. Alors qu'il y avait Sidia, entre lui, il y avait Sidia qui avait même soutenu Alpha, qui avait soutenu en son temps Cellou Dalein. Donc, je crois bien que Condé, il est impératif que ses pairs de la CEDEAO, que ses pairs de l'Union africaine, mais également ses partenaires bilatéraux et multilatéraux puissent lui mettre la pression afin justement qu'il quitte le pouvoir, vraiment laissant la Guinée laissant la Guinée dans la stabilité, dans la paix, que la cohésion sociale, la cohésion nationale puisse être reconstruite justement par son successeur si véritablement les tendances telles qu'elles s'est dégagées lors du premier jour du scrutin présidentiel et au lendemain du scrutin présidentiel véritablement se reflètent à travers les résultats définitifs que proclameront la CENI. Mais quoi qu'il en soit, il est impératif qu'en Afrique et principalement en Afrique de l'Ouest, on voit ce qui est en train de se passer au Nigeria, que la stabilité soit de rigueur, soit de vigueur, parce que nous avons besoin de combattre, le terrorisme qui est présent un peu partout en Afrique de l'Ouest. Nous avons besoin d'une relance économique conjointe de nos économies. Nous avons besoin d'aller dans le sens de lutter contre l'immigration clandestine qui est en train de décimer la jeunesse ouest-africaine. Nous devons aller dans le sens de pouvoir permettre aux femmes d'accoucher justement à éviter justement de perdre la vie. Je crois bien que ce sont les combats de ces pays-là que sont le Sénégal, que sont le Mali, etc., la Guinée. Et maintenant, il nous faut pour cela avoir des présidents qui ont une démarche citoyenne, mais un véritable engagement patriotique bâti Absolument. Avec le ciment justement d'hommes démocrates, mais également de politique intègre par rapport justement à une clientèle qui est là et qui veut tout simplement continuer à faire le forcing. C'est ce que Ouattara est en train de faire avec son clan et c'est ce que Condé est en train actuellement de faire avec son clan. C'est important. Alors justement, on va faire un peu de météo. À quoi on peut s'attendre par rapport à la CENI, justement, pour la publication des résultats? Non, mais la CENI, je crois que va entrer toujours dans sa logique. Hein. La CENI est sous contrôle du camp d'Alpha. C'est ça la réalité. Et puis il y a une dimension que les gens n'intègrent pas. Parce que j'ai eu l'opportunité d'interviewer 2 fois Alpha. Mais en off, quand vous discutez avec lui, c'est beaucoup plus de la haine dans ses relations avec Cellou que de l'adversité politique. Ah bon? Oui. Tu le sens. Il dit, oui, mais ces gars-là, ils étaient avec Lansana Conté, ils ont tout fait, ils ont bouffé ce pays-là, ils m'ont mis en prison, et aujourd'hui, ils veulent être des démocrates, alors que moi, j'ai fait 40 ans dans l'opposition. C'est devenu même pratiquement une haine viscérale. Tu le sens lorsqu'il parle. Et que c'est dommage, parce que vous avez vu son interview sur une chaîne de télévision française. C'était à la limite pathétique. Même les Guinéens ont eu mal de voir leur président parler de la sorte. Ça veut dire chercher ses mots. Il est sorti pour faire 4 jours, pratiquement 4 ou 5 jours de campagne. 4 ou 5 où tu danses sur l'hymne national, tantôt ça on fait te le voit avoir un malaise. Je veux dire que la question que je me pose, est-ce qu'aujourd'hui, c'est véritablement Alpha Condé qui est au pouvoir ou il est pris en otage par un groupuscule qui est prêt pour engager le bras de fer? Parce que ça aussi, il faut le poser. Parce que la vieillesse, parce qu'il te dit 82 ans, mais c'est 82 ans selon l'état civil. Alors, je veux dire que, comme on dit, hors taxe, les 82 ans. Mais pour vous dire qu'en réalité, oui. Est-ce que l'homme qu'on a vu,
Parce que jusqu'à présent, il a fait une déclaration. Il n'a pas fait de déclaration. En sorte, il a communiqué pour dire que c'est lui qui a eu pour dire qu'il appelle les gens à la sérénité, qu'il accepte. Bon, bref, le discours politiquement correct. Alors, mais est-ce qu'aujourd'hui, la question véritable que je me pose, est-ce qu'il n'est pas pris en otage par les Kassory, qui sont deux premiers ministres, en même temps directeurs de campagne, par des jeunes qui sont là? Parce que ce qu'on constate en Guinée, en réalité, c'est que c'est extraordinaire. Parce que tu peux y aller aujourd'hui, tu vois 10 hommes politiques être du cas de Cellou, être même son porte-parole. 2 mois après, vous y allez, vous voyez ces 10 personnes qui sont dans l'autre camp. Abdoulaye Aboubakry Sylla était avec Cellou. Aujourd'hui, c'est le porte-parole du gouvernement. Makhtar Diallo était avec Cellou. Pendant que c'était dur, la confrontation. Vous le retrouvez aujourd'hui. Est-ce que, la question que je me pose, est-ce que c'est Alpha qui tire les ficelles dans ce jeu, ou bien il est pris en otage par un groupuscule qui dit que bon, écoute, soit on va forcer, après, nous, on va gérer le pouvoir. Parce que il y a énormément de présidents en Afrique qui ont été pris en otage. Je donne l'exemple seulement du président, de l'ancien président de l'Algérie, M. Bouteflika. On s'est rendu compte que malgré son âge avancé, victime justement d'un accident vasculaire cérébral, lui-même était rattrapé par une forte dose de sénilité et pourtant il était maintenu au pouvoir. Ce qui veut dire qu'en réalité, il y a toujours des groupuscules qui tirent les ficelles, qui tiennent en otage justement certains présidents. Autant de questions, en tout cas. Alors, nous passons tout de suite à l'actu commentée. C'est l'heure, c'est tout de suite, chers téléspectateurs. Alors, même s'il est important d'accueillir les investisseurs dans notre pays, la présence chinoise dans les secteurs d'activité comme la pêche, l'agriculture, entre autres, peut impacter négativement l'économie nationale. Soutient l'économiste Mor Gassama. Selon lui, les promoteurs nationaux doivent être plus compétitifs au risque de perdre des parts de marché. Je vous propose de suivre sa réaction. Ils viennent avec leur stratégie. Ils étudient le marché. Ils viennent avec leurs techniciens, ils préfèrent toujours travailler avec leurs compatriotes. C'est le malheur avec les investissements chinois. Stratégie qui va leur permettre d'être présents dans tous les secteurs d'activité. L'idéal aurait été toujours pour l'État de les orienter dans ces secteurs prioritaires, mais celui qui vient aussi avec ses projets, avec son argent, c'est à lui de déterminer là où il va s'implanter. On trouve des opérateurs sénégalais, il faudrait que ces gens-là puissent relever leur niveau. Sinon, ce sont des parts de marché perdues. Il faut donc plus de compétitivité pour exister, selon l'économiste. Pour, en tout cas, nos PME et autres, sont obligés de fournir beaucoup plus d'efforts dans la compétitivité, dans le rapport qualité-prix. Sinon, une bonne partie de leur clientèle qu'ils vont perdre, ça c'est clair et net. Dans le secteur de la pêche, du commerce, de l'agriculture, les Chinois sont présents. Une présence qui peut impacter négativement notre économie, même s'il est toujours important de recevoir des investisseurs. Soutient-il? Alors, Abdoulaye, quelle analyse peut-on faire par rapport à cette sortie de Mor Gassama qui soutient justement que les promoteurs nationaux doivent être plus compétitifs? Oui, il a parfaitement raison. Je crois bien qu'il faut bien aimer le maoïsme, mais il ne faut pas vendanger son économie. Je crois bien qu'il faut toujours aller dans le sens de protéger son économie, même si l'on sait qu'on ne peut pas être justement dans un îlot où véritablement on ne peut pas avoir de partenaires, qu'ils soient chinois, français, turcs, etc. Mais il nous faut, par rapport justement à notre phase de relance économique, fortifier et densifier la présence du secteur privé national. Et qui dit secteur privé national, c'est pertinemment que l'on parle de création de richesses. Et que qui dit création de richesses, c'est que l'on parle forcément de création d'emplois. Je crois bien que dans des secteurs clés, tels que la pêche, tels que l'agriculture, tels que l'élevage, il nous faut impérativement une présence massive et dominatrice justement d'entreprises sénégalaises pour nous permettre justement de pouvoir juguler certains fléaux qu'on a vus, des fléaux économiques et qui n'ont pas permis justement au Sénégal de pouvoir en tirer profit. On voit des programmes et des projets de grande importance avec des investissements colossaux, mais quelle est la part réservée au secteur privé national? Pratiquement rien du tout. Oui, Papalé, par rapport au secteur privé. Je pense que le pays ne s'est jamais développé avec des relations de partenariat. Il faut se battre pour créer des capitaines d'industrie dans ton pays. Alors, c'est ce que font les Chinois. Les Chinois, quand ils viennent avec des projets clés en main. Projet clé en main, c'est quoi? Ils viennent pour te dire que nous pouvons réaliser ce projet. Voilà
la banque qui va financer ce projet, voilà l'entreprise qui va réaliser. Comme il a tout bas, a été réalisé par des Chinois, financé par une banque chinoise, mais l'argent va où? Finalement, c'est les Chinois qui y gagnent. Donc ça veut dire qu'on n'a jamais développé un pays avec des capitaines d'industrie qui viennent d'ailleurs. C'est pas possible. Les Marocains, quand vous voyez Mohamed VI, quand il vient ici pour signer des contrats avec des capitaines d'industrie, créer des capitaines d'industrie qui viennent ici au Sénégal pour prendre les richesses du Sénégal. Donc nous aussi, dans nos relations avec nos partenaires, ça doit être gagnant-gagnant. Un État véritable, un président véritable qui veut insuffler un développement dans son pays doit créer des capitaines d'industrie capables de discuter en alter ego avec les autres capitaines d'industrie qui vont venir. C'est dans ce sens-là qu'on pourrait assurer peut-être l'émergence du Sénégal. Merci à vous en tout cas pour vos analyses. Chers téléspectateurs, je vous retrouve tout de suite, juste après la pub pour la grande édition du soir, le 19h45.